Agnès Callamard est une infatigable enquêtrice de l'ONU spécialisée droits humains. Elle s'attache depuis 4 ans et de manière bénévole à éclairer les zones d'ombre des assassinats commis par des groupes armés ou des États. C'est ce qu'on appelle les exécutions extrajudiciaires. Bonsoir Agnès Callamard. Bonsoir. Soyez la bienvenue sur TV5 Monde. Vous êtes rapporteur spécial de l'ONU sur les exécutions donc extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires. Alors, d'abord, vous enquêtez souvent seul sur des affaires très sensibles. Comment est-ce que vous choisissez ces dossiers ? Écoutez, le dossier, par exemple, le dossier du meurtre de M. Khashoggi, je l'ai choisi pour 2 raisons. La première, c'est parce qu'il est emblématique d'une problématique auquel on n'a toujours pas trouvé de réponse. C'est les meurtres de journalistes qui sont nombreux et qui ont lieu dans une grande impunité. La deuxième raison, c'est que le meurtre de M. Khashoggi était quand même très spécifique dans la mesure où il a impliqué plusieurs pays et plusieurs violations du droit international. Alors rappelons-le, il a été tué le 3 janvier dans le consulat saoudien à Istanbul en Turquie. On va d'ailleurs voir si vous le voulez bien. On va revenir sur cette affaire parce qu'elle est emblématique. Le rappel des faits sur cette affaire, il est signé Sophie Goldstein. Istanbul. Depuis début juillet, c'est ici que se déroule le procès turc de l'affaire Khashoggi, du nom du journaliste saoudien, critique du régime saoudien, assassiné en octobre 2018. 20 Saoudiens sont jugés par contumace, dont 2 proches du prince héritier d'Arabie Saoudite. La fiancée turque du journaliste est au rendez-vous. Nous poursuivons notre quête de justice, ici en Turquie et partout ailleurs, par tous les moyens possibles. À ses côtés, une autre femme, rapporteur spécial de l'ONU. J'espère que lors de la prochaine audience en novembre, la présence internationale sera beaucoup plus importante afin de continuer à faire passer le message à l'Arabie Saoudite et au reste du monde que l'on ne peut pas tuer un journaliste et s'en tirer. N'oublions pas qu'il s'agit d'une exécution d'État. L'ordre de tuer Jamal Khashoggi, exilé aux États-Unis et venu à Istanbul accomplir des formalités de remariage, est venu du sommet à Riyad. C'est la conclusion de l'enquêtrice qui a eu accès aux données de la CIA et qui a publié un rapport en juin 2019. Cela, Riyad ne l'a jamais reconnu. Tout juste des seconds couteaux ont-ils été condamnés par la justice saoudienne l'an dernier. La condamnation à mort de 5 des accusés, on ne peut que l'interpréter comme une volonté de faire taire à jamais des témoins ou même des acteurs de cet horrible assassinat. S'il n'y avait la volonté de la Turquie, rivale régionale de l'Arabie Saoudite, de tenir ce procès, on pourrait dire en effet que Riyad est parvenu à ses fins. Enterrer la vérité, fort du soutien maintenu des alliés occidentaux, États-Unis notamment. La crise diplomatique majeure qui a suivi l'assassinat du journaliste a donc fait long feu. Toujours pas d'enquête internationale à ce jour, mais ces 2 femmes refusent que l'inacceptable tombe dans l'oubli. Elles ont fait l'objet de menaces. Justement, un mot sur ces menaces. Quelles sont-elles? De qui émanent-elles? Oh, écoutez, les menaces émanent de personnes souvent inconnues, mais qui sont associées à des régimes du Moyen-Orient. Les menaces sont exprimées surtout par les voix des médias sociaux et parfois par la voix d'individus dans des réunions. Oui. Et comment expliquez-vous que sur ce genre d'affaires, il n'y ait pas, comme on vient de l'entendre, d'enquête internationale? Écoutez, moi, je me suis saisie du dossier et j'ai fait une enquête. Ce que j'ai demandé, c'est qu'après mon enquête, il aurait fallu qu'il y ait une enquête du type droit criminel. Moi, j'ai fait une enquête du type droit humain, droit de l'homme. Pourquoi? Parce que le meurtre de M. Khashoggi, c'est une violation du droit à la vie, mais c'est aussi une violation de la Convention sur les relations diplomatiques et consulaires. C'est aussi une violation de la Charte des Nations Unies sur la capacité, ou du moins le fait que les États ne devraient pas utiliser la force à l'extérieur de leurs propres frontières. C'est donc, au niveau du droit international, il y a de multiples violations. C'est pour ça qu'une enquête
internationale plus importante que la mienne aurait dû avoir lieu parce qu'elle engage. Donc si on comprend bien, vous, votre travail, c'est d'étayer un dossier et ensuite d'alerter les autorités compétentes. Exactement. Mais vous n'avez pas de pouvoir coercitif. Je n'ai absolument pas de pouvoir coercitif. Ce que je peux, c'est faire des suggestions, des recommandations et continuer de travailler là-dessus, ce que probablement certaines personnes ne s'attendaient pas à ce que je fasse, de continuer à parler de ce dossier parce que pour moi, le silence, ça pourrait être la pire des sentences. C'est-à-dire que M. Khashoggi a été tué, la justice au niveau de l'Arabie saoudite, elle ne va pas être rendue, mais ce que nous devons faire, c'est s'assurer que le dossier demeure sur la place internationale. Est-ce que vous avez les moyens de votre action ? Parce que ça demande du travail. Comment faites-vous ? Les moyens financiers, non, parce que notre travail est bénévole. Mais moi, j'ai le soutien de la société civile, j'ai le soutien des victimes, de leur famille, j'ai le soutien des médias, parce que dans le dossier Khashoggi, ce sont les médias qui se sont assurés que le dossier n'a pas disparu. Parce que c'est elles qui, de façon régulière, le remettent sur l'agenda international. Votre dernier rapport, Agnès Callamard, dénonce le recours au bombardement effectué par des drones. C'est quelque chose qui a été beaucoup reproché à Barack Obama, notamment en Afghanistan, exactement, avec notamment des victimes civiles qu'on appelle victimes collatérales. Est-ce que, selon vous, l'émergence des bombardements par drone, elle a accentué les exécutions extrajudiciaires ? Elle a accentué les morts illégales. Pourquoi ? Parce que les drones, ce sont des engins que l'on fait fonctionner de loin. Donc ce sont des engins qui n'engagent pas des militaires, qui n'engagent pas nos hommes ou nos femmes de plus en plus. Donc le militaire peut être à Washington et faire un bombardement sur des collines afghanes. Au niveau du coût politique, il est nul. C'est-à-dire qu'il n'engage pas M. Obama ou M. Trump. Quand il décide d'envoyer un drone, il sait que ça n'aura pas de coût au niveau d'êtres humains américains. Donc c'est faire des économies humaines de son côté. De son côté. Donc ça rend la guerre beaucoup plus acceptable et donc beaucoup plus dangereuse. Parce que dans la mesure où elle devient quelque chose qu'on voit de loin avec des machines, etc., ça devient psychologiquement beaucoup plus acceptable. Philosophiquement, c'est extrêmement dangereux. Mais ce qui s'est passé là, bien sûr, on savait déjà ce qui s'était passé sous le président Obama, le recours aux drones, etc. Ça avait déjà été dénoncé par mes prédécesseurs. Au mois de janvier, ce que les Américains ont fait, c'est qu'ils ont, pour moi, dépassé une ligne rouge qui n'avait jamais été dépassée. C'est qu'ils ont utilisé le drone pour s'attaquer à un représentant officiel d'un État. Alors là, vous parlez du général Soleimani qui a été tué à Bagdad début janvier, donc en Irak. Exactement. Au responsable militaire iranien. Donc un responsable étatique. Et là, on est rentré dans un domaine et dans un contexte complètement différent. Ça a été vivement condamné quand même dans les chancelleries. Les gouvernements ont vivement condamné. Je pense surtout qu'ils avaient peur de ce que l'Iran allait faire et que l'on allait rentrer dans un engrenage. Et ce qu'il faut continuer de dénoncer, et il faut surtout s'assurer que ce qu'a fait les États-Unis demeure un exemple à ne jamais reproduire. Parce que ce qui est possible maintenant, c'est que, je ne sais pas moi, la France décrète qu'un représentant d'un pays X est un terroriste. Et il doit être éliminé. Exactement. Ouais. Donc, juste une question, parce que dans cette affaire précisément, c'est là qu'on a du mal aussi à voir les frontières de votre travail, parce que les États-Unis ne nient pas. Elles ont même revendiqué, elles ont expliqué pourquoi elles avaient procédé à ce bombardement meurtrier. Donc là, c'est quoi votre travail? C'est d'alerter, encore une fois, d'informer? Non. Là, mon travail, c'est comme toujours d'ailleurs, je ne fais pas qu'un travail d'alerte. L'alerte vient après un processus rigoureux d'analyse des faits afin de déterminer s'il y a eu violation du droit international lié aux droits humains. Et dans ce cas, qui doit être poursuivi? Absolument. Qui doit être poursuivi dans ce cas? Le président américain? Dans ce cas-là, il y a plusieurs possibilités. Le gouvernement américain, les personnes individuelles qui ont pris la décision, les personnes individuelles qui ont appuyé sur le bouton. Bien sûr, ça n'arrivera jamais. Mais ce qui importe, c'est quand même d'insister sur le fait que le meurtre de M. Soleimani, c'était une violation du droit international des droits humains, une violation de la Charte des Nations Unies, qui normalement interdit ce genre d'attaque, à moins
que le pays soit dans un contexte d'autodéfense. Et ça a été le sujet avec lequel on a beaucoup débattu avec les États-Unis. Ils insistent qu'ils ont agi dans l'autodéfense, mais ils n'ont donné aucune preuve. Donc voilà. Un mot peut-être sur une enquête aussi sur laquelle vous travaillez depuis maintenant 2013, enfin depuis quelques années en tout cas. Ghislaine Dupont et Claude Verlon, nos confrères de Radio France Internationale, assassinés au Mali. Où en est l'enquête? Écoutez, moi, mon enquête à moi, elle est en progression, je dirais. Donc j'essaye de parler avec le plus de personnes possible et d'avoir accès aux pièces du dossier. Mais qu'est-ce qui vous frappe dans cette affaire? Écoutez, ce qui me frappe dans tous les dossiers liés aux journalistes, c'est que quand un journaliste est tué, quand des journalistes sont tués, ce n'est jamais simplement leur mort qui doit être sur lequel on doit enquêter. C'est tout le travail sur lesquels ils enquêtaient d'abord, et le remue, ce poison, cette chose nauséabonde que l'on remue quand on commence à enquêter sur le meurtre d'un journaliste. On se rend compte de la corruption, on se rend compte de la volonté de silence, de la volonté de complicité. Je ne dis pas que tout ça est présent peut-être dans aussi ce des collusions dossier-là. et des enjeux géostratégiques. Prenons un exemple, c'est ce journaliste au Soudan du Sud, Christopher Allen, qui a été tué il y a tout juste 3 ans maintenant, c'était fin août 2017. Vous demandez, vous, au FBI, d'enquêter. On a le sentiment que d'habitude, les États-Unis, lorsqu'un de leurs ressortissants est tué à l'étranger, il y a tout de suite une enquête de la CIA, du FBI, c'est pas vrai? Si, normalement, oui. Normalement, le FBI aurait dû enquêter, d'autant plus que ce meurtre est peut-être un crime de guerre. Donc là, on rentre encore dans une autre dimension. Et là, le FBI ne s'est pas donné les moyens d'enquêter, en tout cas pas jusqu'à présent. C'est ce que je vous dis, quand il y a meurtre de journalistes, il faut absolument aller derrière, parce qu'il y a des tas d'autres choses. Une dernière question assez courte, si vous voulez bien, pour finir. Vous n'êtes pas tendre avec la France. Vous dites notre politique étrangère n'est guère portée par la défense des droits humains. Mais sous Le Drian, je ne saurais même pas dire s'il a pu défendre cette idée au moins une fois. S'il nous regarde ce soir, ça ne va pas lui faire plaisir. Non, mais ça j'ai été citée dans un article, je me suis peut-être un peu... Écoutez... Mais sur le fond, que reprochez-vous? Sur le fond, ma position, elle est la même pour d'autres pays, surtout des pays européens. Des vieilles démocraties devraient mettre les protections des valeurs, des droits humains, les valeurs démocratiques au centre de leur politique étrangère. Bien sûr, on va me dire, nous sommes dans un contexte sensible, réaliste, on ne peut pas se permettre, etc. La réelle politique. Et voilà, la réelle politique. Et moi, ma réponse est au contraire. Parce que c'est la réelle politique, il ne faut pas perdre de vue les valeurs. Parce que qu'est-ce qu'on va faire avec... On va tous faire de la réelle politique et on va tous se retrouver où? Dans des camps. C'est justement dans ces contextes-là où il faut que la voix porte sur les valeurs. Merci beaucoup Agnès Callamard d'avoir répondu à nos questions sur TV5 Monde.